Salutations, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Il est un petit peu tard donc la luminosité est pas ouf, mais il faut que je vous retrouve et j'ai très envie aussi de vous retrouver pour vous parler enfin de mes lectures d'août. Alors ce sera juste mes lectures d'août en termes de fiction. Vous voyez que la pile est déjà quand même suffisamment conséquente, donc j'ajoutais les essais, c'était terminé, on y était encore après-demain. Donc je me suis concentrée là sur tout ce qui est fiction et puis je vous ferai une autre vidéo si j'y arrive d'ici la fin du mois ou le mois prochain sur tout ce qui est essai slash non-fiction. Et donc comme j'ai énormément de livres, on va commencer tout de suite. Voilà. Donc le premier livre dont j'aimerais vous parler, ça a été un petit peu le gros livre et l'aboutissement, on va dire, de cet été. J'ai enfin réussi à terminer la lecture des Frères Karamazov de Dostoïevski. Je dois avouer que j'ai un passif et un historique un peu compliqué avec les Frères Karamazov. C'est un livre que j'ai acheté quand j'étais en terminale, donc ça commence un petit peu à remonter. J'avais dû lire peut-être 30 ou 40 pages quand j'étais en terminale. Je l'avais laissé de côté en me disant non mais c'est pas le moment, j'ai plein d'autres choses à faire, etc. Et en fait j'ai réalisé après coup que non, ce n'était pas une histoire de contexte, pardon. C'était pas une histoire de circonstances, qu'il y avait un problème en fait avec Dostoïevski et que je fais partie de ces gens, et je l'ai réalisé après coup quand j'ai lu d'autres livres de lui qui ont un peu de mal en fait avec Dostoïevski et qui ont, en tout cas c'est mon cas, une relation un peu ambivalente avec lui. C'est un auteur que je trouve extrêmement intéressant sur de nombreux aspects et en même temps c'est un auteur que j'ai beaucoup de mal à lire. Je m'ennuie très vite, j'ai l'impression que ça n'avance pas, les personnages j'ai beaucoup de mal à m'y attacher, enfin bon bref. Et donc c'est un livre que j'avais reposé, que j'ai un peu repris de ci de là pendant plusieurs années. L'année dernière pendant le premier confinement, je m'y suis mis un peu plus sérieusement, je me suis dit allez on va le reprendre. J'avais même le livre audio aussi pour un peu alterner entre les deux. Cette expérience du livre audio n'a été réussie que de manière très relative puisque j'ai dû atteindre la page 300 ou 400, quelque chose comme ça, et j'ai réabandonné. Et puis donc il s'est repassé un an puisque c'était 2020, premier confinement. En juin dernier, donc juin 2021, je l'ai repris. J'ai dû lire une petite centaine de pages en plus, et puis là en août, enfin, ça y est, je l'ai repris pour la dernière fois, et cette dernière fois a été une fois réussie. Donc l'histoire des frères Karamazov, c'est l'histoire de la famille Karamazov, avec d'un côté le père Karamazov, le patriarche de la famille, et de l'autre côté la fratrie Karamazov, qui sont en fait 3 frères plus 1, 3 frères légitimes, et un frère qui est un enfant illégitime, qui a d'ailleurs été conçu dans des circonstances un brin glauque, voilà, comme très souvent avec Dostoïevski. Et donc plus précisément, le premier frère c'est Dimitri Karamazov, qui est un type un peu, même beaucoup, impulsif, très spontané, très émotionnel, très passionné, passionnel, enfin etc. Le deuxième fils Karamazov, c'est Ivan Karamazov, qui est un peu la figure du nihiliste à la Dostoïevski, puisque Ivan est très dans de toute façon il n'y a pas de bien et de mal, tout est permis, voilà, c'est la doctrine un petit peu du tout est permis, et donc tout est possible finalement. Le troisième fils légitime, c'est Alyosha, qui au début du roman est dans un monastère, qui s'apprête à faire ses vœux d'ailleurs, je crois, même si je suis pas hyper familière de la pratique orthodoxe, donc je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas il est dans un monastère auprès d'un starets. Alyosha, c'est un peu une figure très proche de l'idiot, donc du prince Mishkin, c'est-à-dire des personnages qui ont un rapport très pur, presque enfantin à la fois en fait, donc ça contraste très nettement avec Ivan. Et enfin on a aussi Smerdiakov, qui est donc le fils illégitime, qui est un personnage assez inquiétant et pas loin de la monstruosité quand même dans sa, déjà dans son historique, hein, dans ce qui était à l'origine de sa conception, mais également dans sa personnalité et même dans son physique, voilà. Et donc Les Frères Karamazov, c'est un roman qui va revenir sur la relation qui unit cette fratrie avec le père Karamazov, qui est un père un peu particulier, puisque c'est un père qui en réalité n'est pas un père, au sens où Fyodor Karamazov estime qu'il ne doit rien à ses fils, qu'il n'a aucune obligation vis-à-vis d'eux, et l'exemple le plus manifeste de ça, c'est que le premier fils Karamazov, donc Dimitri, tombe amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Grushenka, enfin ça c'est son surnom, mais je ne sais plus quel est son nom autre que son surnom, donc on va l'appeler comme ça. Donc il est très amoureux, puisque forcément c'est Dimitri, donc il est dans la passion, etc. Et Fyodor Karamazov
tombe aussi amoureux d'elle et n'en a absolument rien à faire que son fils soit déjà amoureux d'elle et qu'il veuille faire quelque chose avec elle. Donc ça illustre en fait le rapport que lui a vis-à-vis de ses fils, c'est-à-dire un rapport qui n'est pas du tout un rapport filial. C'est un père qui estime qu'il n'a pas à être un père, et en ce sens il n'est pas en réalité véritablement un père. Et donc à travers ça, Dostoïevski travaille une thématique qui est très intéressante, qui est la thématique de la religion, puisqu'en fait cette question de la filiation et du rapport filial est une allégorie, une métaphore de la question de la croyance, de la question de la foi et de la question du lien qui unit le créateur à sa créature, Dieu avec ses créatures, donc les croyants, où il y a également cette idée que finalement Dieu ne doit rien à sa créature, et c'est aussi un des points de départ du doute vis-à-vis de la religion et de la prise de distance vis-à-vis de la religion. Donc il y a vraiment à travers la narration, à travers les relations entre les personnages, un travail assez approfondi sur la question de la religion, sur la question de la mort de Dieu, pour reprendre une expression un peu même totalement nietzschéenne, et c'est ce qui est extrêmement intéressant. Et puis il y a des thématiques autour de la question de la faute, de la question de la responsabilité, de la question de la culpabilité. Dans Les Frères Karamazov, pour vous le dire assez rapidement, il va être question d'un meurtre, hein, voilà, tout est centré autour de ça. Et en fait, ce qui est intéressant, mais ce qui aussi pour moi traduit, ce qui peut être un peu difficile avec Dostoïevski, c'est que ce meurtre, c'est vraiment un ressort essentiel dans la narration, qui, on pourrait croire du coup, s'apparente un petit peu à une forme de roman policier, mais en fait, ça devient très secondaire par rapport à tout un tas de thématiques, certaines que j'ai déjà un petit peu évoquées avec vous, la thématique de la religion, la thématique de la fin justement de la religion, de ses contraintes morales, de la croyance en Dieu, etc. La thématique plus juridique, pénaliste et aussi en réalité religieuse, de la faute, de la rédemption et tout ça. Et en fait, ces thèmes-là vont être beaucoup plus centraux que ne l'est la narration. Et c'est pour ça que c'est un petit peu ambivalent, au sens où, en fait, c'est un livre qui est difficilement catégorisable, qui de ce fait peut être un peu difficile à lire, au sens où d'un côté, on a des personnages très forts, on a une histoire qui est très forte, mais qui en fait est très vite occultée par autre chose, qui est beaucoup plus de la réflexion et des interrogations. Enfin, on est presque proche de la non-fiction, je dirais, à certains moments. Je crois que j'avais même lu une analyse de Dostoïevski où celui qui l'avait écrit disait carrément que Dostoïevski était plus un philosophe qu'il n'était un écrivain de fiction en réalité, et je suis assez d'accord avec cette analyse. Mais c'est vrai que du coup, moi, je suis vraiment dans un entre-deux, au sens où c'est un livre que j'ai trouvé passionnant, vraiment très intéressant. J'ai essayé d'évoquer quelques thématiques là avec vous, mais il y en aurait beaucoup, on pourrait faire vraiment une vidéo rien que sur les frères Karamazov. Et en même temps, c'est un livre que j'ai trouvé un peu lent par moments, un peu lourd. J'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans, donc je suis très contente de l'avoir fini, d'avoir enfin réussi à le terminer, mais c'est vrai que ça a été une lecture vraiment très difficile. Également cet été, je vais continuer puisque c'est le même auteur, j'ai aussi lu ce tout petit livre de Dostoïevski qui s'appelle Le Crocodile. Honnêtement, j'ai pas grand chose à en dire, au sens où... je sais pas. C'est une toute petite nouvelle qui se passe à Saint-Pétersbourg, où dans un zoo, je sais pas si c'est un zoo ou un cirque, ou enfin bon, c'est un peu hybride comme système. On expose un crocodile, c'est un dresseur, je pense, allemand qui expose ce crocodile, et on va suivre une famille, non, c'est un couple avec un ami qui est le narrateur, pour être plus précise, qui vont aller voir ce crocodile, et en fait le monsieur est avalé par le crocodile, donc se retrouve bloqué, mais ne meurt pas, hein, il est bloqué, il dit d'ailleurs que c'est très confortable d'être à l'intérieur de ce crocodile, et on veut pas l'en faire sortir parce que question de propriété privée, le crocodile appartient à son dresseur et le montreur de crocodile, donc il serait profondément injuste et totalement illégal et inadmissible de tuer ce crocodile pour sortir cet homme qui est bloqué à l'intérieur. Donc derrière moi, c'était ce qui m'avait fait acheter le livre, parce que je me disais oui, il va y avoir peut-être à travers cette nouvelle, à travers cette histoire, un questionnement sur justement la question de la propriété privée, la question de l'avènement du capitalisme, mais ça se cherche un peu, je trouve. Il y a des moments un peu drôles, il y a des moments qui sont un peu lourds, c'est un peu court aussi, donc c'est vrai que c'est difficile de vraiment développer une thématique, et
Enfin, le plus terrible là-dedans, c'est que vraiment, c'est un livre que j'ai lu mi-août, je dirais, et là je tourne ça, on est mi-septembre, donc ça fait un mois, donc c'est pas non plus très très long. J'en ai quasiment aucun souvenir en fait. Je me rappelle juste de l'histoire que je vous ai donnée, mais c'est tout. Franchement, le reste, j'ai trouvé que c'était clairement pas inoubliable. Je l'ai lu, ça fait un texte de Dostoïevski en plus que j'ai terminé, mais ça s'arrête là quoi. Sinon par contre, j'ai lu 2 autres petits textes que pour le coup j'ai vraiment adoré et qui ont été des excellentes surprises. Donc on va commencer par continuer avec la littérature russe, même si c'est un texte d'une toute autre époque. J'ai lu un livre de Berberova qui est La Souveraine. Berberova, c'est une autrice russe du début du XXe siècle, dont pour ma part j'avais déjà lu un recueil de nouvelles. J'ai plus du tout le titre en tête par contre, donc je pourrais pas vous le donner malheureusement. C'était un recueil que j'avais bien aimé, qui m'avait laissé un bon souvenir, mais sans plus. Et puis j'étais tombée là cet été pour 1 euro sur cette petite nouvelle. Je savais pas trop quoi lire, donc je l'ai pris et je l'ai lu tout de suite. Et j'ai été très 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 agréablement surprise. Donc dans La Souveraine, on va suivre l'histoire d'une famille. Là encore, en fait, je vous dis une famille, mais ils sont 2. Il y a 2 frères, plus la copine du frère aîné, qui sont issus de l'immigration russe. Donc l'immigration russe dans la lignée de la Révolution, hein, donc toutes ces familles aristocratiques, de la haute bourgeoisie, les Russes blancs, hein, en fait, qui enfuient donc avec l'arrivée des bolcheviks au pouvoir et qui se retrouvent donc à Paris. On va suivre donc un des 2 frères, donc le plus jeune, qui fait des études de droit, qui fait même des études de droit international privé. C'était rigolo parce que c'était hyper précis, et qui prépare sa thèse en droit international privé, probablement à la Sorbonne. Alors je ne sais pas exactement dans quelle université il est, mais c'est à Paris, dans le quartier latin, donc on visualise à peu près de quelle université il s'agit. Et donc au début, il travaille sur sa thèse, il va dîner le soir avec son frère qui lui travaille comme ouvrier et qui se sacrifie un peu pour lui, en tout cas pour lui payer des études, pour qu'il ait un bel avenir, etc. Il a aussi des relations un peu compliquées avec sa mère qui est partie aux États-Unis, qui s'est remariée, donc c'est un peu difficile. Et un jour, un de ses amis de fac, pour qui il a beaucoup d'admiration, lui propose de venir avec lui parce que il a rencontré une jeune femme, donc cette amie, qu'il voudrait épouser, et donc il y va, et là il va tomber sur La Souveraine, celle qui va s'appeler La Souveraine. Je dois dire qu'au début c'était un point de départ qui me laissait assez dubitative parce que je suis pas forcément friande de ce type d'histoire. De base, je pense que je l'ai déjà dit ici, mais les romans et la fiction de manière générale qui est basée sur 2 personnes qui se tournent autour l'une l'autre et qui ensuite ont une relation amoureuse à entendre au sens extrêmement large, c'est des choses qui me font un peu chier honnêtement, qui me passionnent pas trop, donc je savais pas trop comment me positionner. Et quand le livre a commencé, j'avais encore plus peur d'être déçue parce que j'ai adoré le début de ce livre, et c'est quelque chose qui est difficile d'ailleurs à vous retranscrire là en vidéo, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance en fait. J'ai trouvé qu'il y avait une ambiance assez vraiment hyper immersive et en même temps, je sais pas, apaisante. Alors c'est probablement lié au fait que nous avons quelques points communs, lui et moi, même si je ne suis absolument pas russe, ni issue de la noblesse russe, et que je ne vis pas au début du XXe siècle, n'est-ce pas? Mais bon, il fait des études, il va à la bibliothèque, il travaille sur son sujet de thèse, enfin... On a quelques points communs, on n'est pas identiques, mais sociologiquement on est assez proches, et il gravite dans un univers qui est à la fois extrêmement différent du mien, mais où en même temps il y a des points communs, donc ça m'a beaucoup plu, et le style vraiment m'a énormément plu. Enfin, j'ai trouvé hyper immersif, et en même temps un bon immersif où on se prête vraiment au jeu, on est plongé dans cette histoire et tout, et donc j'avais encore plus peur de voir arriver cette histoire d'amour, de relation, parce que c'est encore une fois un motif qui me plaît pas trop, et ça reste assez secondaire, ce qui moi m'a plu du coup, puisque c'était pas ce qui m'intéressait le plus finalement, et ça a fait que j'ai beaucoup aimé. Ça a tourné dans un sens qui était imprévu à la base, mais qui m'a, je pense, beaucoup plus plu que ce qui était annoncé au départ en voyant le titre et en lisant 2-3 avis sur internet. Ensuite, autre petit livre que j'ai lu un peu avant, un peu après, je ne sais plus, j'ai lu La Honte d'Annie Ernaux. Là encore, ça a été
une très très bonne découverte. Je m'y attendais pas du tout. De Annie Ernaux, j'avais lu ça pour le coup, je vous en avais parlé dans une vidéo qui est parue sur la chaîne il y a 1 ou 2 mois je crois, de Les années de Annie Ernaux, qui était un livre que j'avais trouvé extrêmement intéressant sur cette question de la mémoire, de l'articulation entre expérience collective et vécu individuel autour de cette question de la mémoire, du récit de soi. Enfin bon bref, c'était un livre que j'avais trouvé vraiment très très bien mené et pas du tout habituel et risqué, enfin voilà. Et donc j'ai trouvé là encore ce livre pour pas très cher, je crois 1 €, donc je l'ai pris et je l'ai lu cet été. Et celui-ci ça a été très différent des années, au sens où les années, je viens de le réexpliquer un petit peu ici, mais c'est un livre que j'ai trouvé intéressant, les années, que j'ai trouvé touchant par moments, mais c'est vrai que c'est pas un livre où je me suis vraiment sentie, où j'ai vraiment ressenti des choses forte plutôt d'un ressort émotionnel, c'est-à-dire que les années, c'est un livre voilà, intellectuellement que j'ai beaucoup aimé découvrir, comprendre les ressorts, etc., les ressorts et les mécanismes narratifs. Là, ça a été un peu différent au sens où c'est vraiment un livre qui m'a fait ressentir tout un tas de choses liées à un vécu, liées à un rapport qu'on entretient avec certaines périodes de sa vie, enfin tout ça, ce qui fait que c'est difficile d'en parler parce que ça renvoie vraiment à l'intime en fait, qui n'a pas forcément sa place là dans une vidéo YouTube sur mes dernières lectures et qui en plus n'aurait pas forcément d'intérêt à être raconté, puisque ce qui compte c'est plutôt justement comment l'écriture d'Annie Ernaux et cette sincérité dans... Enfin oui, cette sincérité, cette franchise, ce côté aussi très cru par moments et en même temps assez poétique et très réflexif sur ce qu'elle a vécu, suscite quelque chose en nous en fait, c'est quelque chose qui se vit et pas quelque chose qui se raconte, mais je m'y attendais pas du tout en fait quand je l'ai commencé, et il y a vraiment des moments où je me suis, je sais pas si je me suis identifiée à elle, en tout cas elle a fait résonner des choses en moi et elle a appuyé sur des choses en moi. C'était une expérience de lecture vraiment très singulière, assez organique je dirais du coup. Oui, organique et émotionnelle je dirais, c'est vraiment les deux choses qui m'ont marquée. Pour vous en dire un petit peu 2 mots sur l'histoire, La honte c'est le récit, enfin cette tentative qu'elle fait de revenir à un événement qu'elle considère comme structurant de toute sa vie en fait, qui est un matin de dimanche de juin, je ne sais plus l'année malheureusement, où une dispute éclate entre ses parents et son père manque de tuer sa mère. Et elle raconte ça, et elle raconte comment sa famille reprend sa vie juste après, à la fois comme si rien ne s'était passé, et en même temps il y a quand même une gêne, en tout cas elle, il y a une peur même, tout simplement, de voir ses parents seuls dans une pièce en se disant ça peut recommencer, et cette fois-ci personne ne s'arrêtera pas et on ira jusqu'au bout. Et puis en plus de la relation que ça crée avec ses parents, son rapport à ses parents, cette peur de revivre ça, il y a aussi tout un travail sur le contexte en fait de cet événement, pas pour l'expliquer et pour en rendre compte, mais plutôt pour expliquer la jeune femme qu'elle était. Donc elle essaye de se rappeler quelle était son école, quels étaient ses amis, quelles étaient ses relations, dans quelle rue ils vivaient, quelle était leur situation familiale et tout ça. Et à travers ça, donc cet événement et ce récit de tout le contexte qui entoure cet événement, elle essaye de saisir ce qu'est la honte en fait, ce sentiment de honte, ce moment où on découvre, on fait l'expérience pour la première fois de ce qu'est la honte. Et je pense que c'est ça qui fait que ce livre peut procurer, je pense, soit un peu d'ennui et de distance si on n'arrive pas à s'identifier, à se reconnaître ou à mettre en fait de son vécu dans ce qu'elle nous raconte, et donc avoir cette espèce de rencontre d'existence, de vécu, de sentiments, soit au contraire justement on arrive à créer cette rencontre parce que par les mots qu'elle emploie, par ses choix narratifs, par la manière dont elle amène ses personnages, dont elle amène ses thèmes, elle arrive à faire résonner quelque chose en nous, et là ça fait une expérience de lecture qui est extrêmement intéressante, parce que on se prend vraiment à s'arrêter à certains moments et à se dire là ça déclenche quelque chose en moi, mais qu'est-ce que ça déclenche exactement, à quel moment de ma propre vie ça fait résonance. Et puis également ce que j'ai beaucoup aimé, même si c'est peut-être un peu plus secondaire, mais il y a tout un travail aussi sur justement
comment rendre compte de ça en fait, comment rendre compte de son souvenir, comment rendre compte de sa mémoire, quelle est l'imbrication et le rôle du roman et de la narration dans ce souvenir. Est-ce que finalement, c'est ce dont elle parle quand elle revient sur cet événement, le simple fait de l'écrire, ça lui fait pas perdre toute sa signification, ou en tout cas ça le réduit à quelque chose de beaucoup plus banal, qui est un motif littéraire, une narration parmi tant d'autres, une histoire parmi tant d'autres. Enfin, c'est très très riche, c'est un roman qui est très petit, mais qui est très très fort. C'est court mais intense, et vraiment j'ai beaucoup aimé, et je pense que je relirai Annie Ernaux. Ensuite, les 2 derniers livres que j'ai lus niveau roman sont un peu dans la même thématique. Donc le premier, c'est un livre dont je vous avais un tout petit peu parlé dans un des vlogs qui est paru sur la chaîne cet été. C'est ce livre-ci, Le refus d'Imre Kertész. Dans ce vlog, je vous disais que Imre Kertész, c'est un auteur que j'aime énormément, vraiment. Ça fait partie, je pense, du top 5 de mes auteurs préféré. C'est un auteur hongrois qui a reçu le prix Nobel de littérature au début des années 2000, il me semble que c'était en 2002, mais il faudrait revérifier. Et c'est un auteur qui a la particularité donc d'avoir été déporté quand il était assez jeune, puisqu'il avait 14-15 ans. Il a été déporté, donc Kertész est hongrois, donc il a été déporté en 1944. Il a été d'abord à Auschwitz, puis à Buchenwald, entre 1944 et 1945. Et en fait, tout son travail de romancier découle de cette expérience. Donc il y a des textes comme Être sans destin, qui sont le récit en fait de cette expérience dont il va être question ici, mais il y a d'autres textes qui l'abordent de manière à la fois tout aussi frontale et en même temps beaucoup plus indirecte, au sens où ce que Kertész essaye aussi de démontrer dans son écriture, déjà, c'est que Auschwitz n'est pas, Auschwitz au sens métaphorique du terme, pas juste le camp d'Auschwitz, mais la Shoah, ou ce que les nazis appelaient la solution finale, n'est pas une parenthèse de l'histoire. Ça fait partie de notre histoire, c'est quelque chose qui a été vécu aussi par des êtres humains, c'est quelque chose qui est vraiment central dans le travail de Kertész, c'est cette... Alors le terme peut paraître très choquant, mais c'est ce qu'il fait en fait, c'est cette humanisation de l'expérience de la déportation et de l'extermination, au sens où ça a été vécu par des êtres humains. Donc dire c'est inhumain, c'est nier finalement leur humanité, et c'est exclure leur vécu de quelque chose de plus général. Et en ça, Kertész s'inscrit aussi dans un courant beaucoup plus large de romanciers, mais aussi de philosophes, d'historiens, enfin, etc. Et donc pour revenir plus sur ce livre en particulier qui est Le Refus s'inscrit dans une trilogie dans laquelle il y a Être son destin, dont je vous ai parlé juste avant, Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas, et Le Refus. C'est un livre qui est plus précisément divisé en 2 parties. Dans la première partie, on va suivre l'histoire d'un homme qui est un peu Kertész, mais en réalité c'est une autre des thématiques assez, enfin des caractéristiques du travail de Kertész, c'est que Kertész a beaucoup travaillé et lutté pour le droit à l'autofiction, donc le fait d'utiliser sa vie comme un ressort narratif sans être dans de l'autobiographie en fait, puisque quasiment tous ses romans sont liés à ses expériences, à son vécu et tout ça, mais à chaque fois il dit ça n'est pas moi en fait, c'est des personnages, donc c'est même hyper intéressant sur le plan là pour le coup vraiment stylistique, littéraire et tout ça. Et là on retrouve vraiment ça, puisque dans le premier texte on va suivre un homme qui veut faire éditer un livre, donc on comprend que le livre dont c'est inspiré c'est Être sans destin, qui est le livre qui a fait connaître Kertész, et personne ne veut son manuscrit, parce qu'on trouve que c'est trop bizarre de le formuler comme ça. Et lui, en parallèle, essaye de comprendre pourquoi il s'est mis à écrire, pourquoi dorénavant il se définit comme écrivain, pourquoi c'est à la fois si important pour lui de juste écrire et de se définir comme écrivain, parce qu'il y a un côté rassurant à se mettre cette identité, à se mettre ce travail et à savoir ce qu'on va faire en fait le lendemain, comment c'est un vide horrible quand le livre est fini, comment il vit aussi le refus justement de son manuscrit. C'est assez dur je trouve de retranscrire, parce que l'écriture est très particulière, je crois que j'en avais un petit peu parlé dans le vlog, il y a beaucoup de parenthèses et tout ça, c'est aussi très à l'image de Kertész, donc c'est vraiment un style qui se vit parce que qui nous dérange, qui nous titille et qui prend vraiment en compte son lecteur et sa lectrice. Moi j'ai aussi beaucoup aimé parce que forcément ça fait référence au reste du travail de Kertész. Je pense que c'est pas forcément le livre le plus adapté si vous n'avez jamais lu Kertész, mais là du coup on est dans une sorte d'emboîtement de Être sans destin, c'est inspiré de la vie de Kertész sans être une autobiographie de la vie de Kertész, et là il fait un livre sur ce qu'a été la publication
d'Être sans destin, mais en réalité le récit ça n'est pas la publication d'Être sans destin puisque c'est encore une fois de l'autofiction et pas de l'autobiographie. Enfin c'est un point de départ qui bon fait un petit peu mal à la tête quand on y réfléchit, mais qui est en même temps extrêmement intéressant. Il y a également une deuxième partie, puisque je vous disais qu'il y a un peu 2 livres en un en fait dans Le Refus, qui est un peu plus étrange, que moi j'ai moins aimé, mais qui est peut-être beaucoup plus conventionnel, enfin que je trouve plus conventionnel, puisque dans ce deuxième gros temps du refus, c'est un homme qui revient dans sa ville après une absence un petit peu inexpliquée et qui se rend compte progressivement que sa ville a un peu basculé dans un état totalitaire. J'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu kafkaïen là-dessus. Enfin, ça m'a vraiment rappelé à certains moments le procès de Kafka, qui est un livre que je n'ai pas du tout aimé. Donc j'étais pas ravie de me rendre compte que c'était un peu similaire au procès de Kafka. Et du coup, on retrouve pas trop, j'ai trouvé en tout cas. Ce que moi j'aime beaucoup chez Kertész. Enfin, chez Kertész, il y a un côté un peu... Enfin, c'est différent en fait de ce qui se fait d'habitude. Et là, on a plus un roman, oui, voilà, classique en fait, avec un personnage, une intrigue. On n'a plus trop, ce que je vous disais tout à l'heure, ce jeu entre la différence autofiction, autobiographie. Bon, la question de la déportation et de Auschwitz est bien sûr présente. C'est un livre de Kertész, donc l'inverse ne serait pas possible. Mais tout ça est moins présent et est mis à la place une histoire qui, bon, m'a pas transcendée, mais je pense que c'est la même, enfin, ce type d'histoire en fait de base ne me plaît pas trop en fait. Donc c'était normal, reste que, vous voyez que j'ai quand même mis des post-it partout, que je pense que c'est lié à plein de sujets qui m'intéressent, que ça mériterait d'être mobilisé parce que c'est extrêmement intéressant et voilà, j'ai aimé. J'ai peut-être pas autant aimé que d'autres livres, j'ai beaucoup aimé la première partie, nettement moins la deuxième, mais ça reste quand même une très bonne lecture. Et enfin, un peu dans la continuité, enfin dans des thématiques assez similaires, j'ai lu ce livre-ci, La nuit de Elie, Wiesel ou Wiesel, comme d'habitude je vous écrirai tous les titres et les noms des auteurs-autrices dans la barre d'infos. Comme vous pouvez peut-être vous en douter au vu de la couverture, c'est un témoignage puisque Elie Wiesel, je sais toujours pas du coup comment on prononce son nom, encore une fois je m'en excuse, a été déporté avec sa famille à Auschwitz en 1944 et donc il raconte cette expérience. Ce qui m'a marqué dans ce récit en particulier, enfin au-delà de ce qui marque à chaque fois en fait dans les récits qu'on lit, c'est-à-dire que ça fait vraiment partie des textes auxquels on ne s'habitue pas, et heureusement d'ailleurs, je pense. On peut avoir lu 10 témoignages différents, 15 témoignages différents, 20 témoignages différents. Il y a à chaque fois cette incompréhension de un et cette énorme tristesse qu'on ressent. Et ce qui est assez frappant, ce qui est frappant mais rassurant encore une fois, c'est que ça revient en fait à chaque fois et il y a cette force, je pense, de l'individualisation, de l'incarnation que permet le témoignage et que ne permet que le témoignage, à mon sens, et également ce qui est plus de la fiction et du roman, qui est extrêmement important parce que c'est vrai que, je vous reparlerai plus en détail de ce livre en particulier, mais c'est des thématiques où beaucoup de textes plus historiques, philosophiques, également de sciences politiques ou même de droit ont été écrits. Et à chaque fois, il y a forcément, mais c'est inhérent au style de la non-fiction et plus précisément des textes universitaires, il y a une forme de généralisation qui fait que c'est facile en fait de prendre une forme de distance et de pas s'investir forcément émotionnellement. Mais dans le cas du témoignage, comme c'est vraiment quelqu'un qui nous parle ou quelqu'une qui nous parle de ce qu'il ou elle a vécu, là d'un coup on change totalement d'atmosphère et cette prise de distance n'est plus possible. Et pour ce qui est de ce livre en particulier, ce qui est intéressant c'est qu'il raconte qu'il était très croyant, très pratiquant et que c'était vraiment quelque chose de fondamental chez lui. Et donc il aborde beaucoup la question du rapport à Dieu et du rapport à Dieu, du rapport à la croyance, à la religion, quand on vit ce type d'expérience. Il y a une anecdote que j'ai trouvée très forte notamment, c'est quand il y a une fête juive, alors je sais plus, c'est Yom Kippour, oui c'est ça, c'est Yom Kippour, qui est donc la fête
le jour du grand pardon, voilà, comme ça je dis pas de bêtises, où il faut jeûner normalement. Et lui il dit bien qu'il a toujours jeûné toute sa vie, enfin etc. Et là il est en déportation. Et il raconte qu'il y a il y a plusieurs doctrines qui circulent dans le camp au sujet de ça. Il y a ceux et celles qui estiment que il faut pas jeûner, que sinon on va se mettre en danger, hein, c'est le cas de son père notamment qui lui dit il faut absolument qu'il mange et tout ça. Il y a ceux qui considèrent qu'au contraire il faut jeûner précisément ce jour-là puisque le jeûne c'est un témoignage de la foi que l'on a en Dieu et de la croyance que l'on a en Dieu, donc précisément c'est ce moment où la foi est tellement ébranlée, où on risque aussi sa vie, il faut le faire finalement, c'est une preuve au contraire de l'amour qu'on a pour Dieu. Et lui dit bien que, donc le choix qu'il fait c'est de ne pas jeûner finalement, qu'il ne le fait pas pour les raisons du premier groupe qui sont des raisons purement de survie, hein. C'est de dire mais qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le but c'est de vivre, hein. Dieu n'a pas envie qu'on meure tous donc mangeons. Lui il le fait dans une optique délibérée de transgresser cet interdit et donc derrière c'est une forme d'insulte qu'il veut faire à Dieu. Et derrière, là, ce qui se joue, c'est vraiment à quel point il y a une remise en question, une remise en cause totale de sa foi. Et c'est un thème que je trouve vraiment intéressant, qui est une forme aussi là une reprise du motif qu'on a dans le mythe de Job notamment, qui est quand même une question qui est intéressante, qu'on retrouve d'ailleurs aussi, tout est lié en réalité, dans les frères Karamazov de Dostoïevski. Je vous disais que les frères Karamazov de Dostoïevski abordent cette question du fait que le créateur n'a aucune obligation vis-à-vis de sa créature et donc qu'il peut se comporter n'importe comment avec elle. Là, on est là-dedans en fait. C'est ce moment où il y a une forme de moquerie. Alors là, c'est une moquerie qui est terrible, hein, puisque la moquerie, c'est quand même d'être déporté, de voir sa famille mourir et de risquer la mort à chaque moment et d'être mis à mort à petit feu, hein, concrètement. Mais c'est une thématique qui est quand même extrêmement intéressante, qui en plus du coup résonnait, puisque j'ai lu ces deux livres le même mois, donc avec peu d'écart, et qui vraiment m'a intéressée. Il y a une très grande franchise aussi dans son récit qui est assez impressionnante, une transparence et une honnêteté qui même fait mal en fait pour lui à certains moments. Et c'est un récit que j'ai beaucoup aimé. Voilà, sur ce, j'en ai terminé. Je sais pas si j'ai été très claire avec tous les livres, il y en avait beaucoup. Certaines lectures étaient assez anciennes, donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura intéressé. J'espère surtout que cette vidéo vous aura permis de du coup découvrir ou redécouvrir certains titres. Et puis j'espère aussi vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très très bonnes lectures. Salut!